Bonjour à tous et bienvenue dans le Cloud Screener, le podcast qui navigue parmi les nuages. Je suis comme d'habitude avec mon compère, mon acolyte de tous les jours, Monsieur Jérôme Blin. Bonjour Jérôme, Salut à tous. comment vas-tu? Super, ensoleillé, il fait très beau au Brésil. Ah, j'ai pas envie parce que moi au Portugal le temps il est flingué en plus. Et je suis aujourd'hui avec notre invité du jour, l'exceptionnel Vincent Le Breton. Bonjour Vincent. Bonjour tout le monde, bonjour. J'espère que tu as un super temps aussi en France, en Bretagne, je pense. Oui, il fait plutôt bon pour les data centers, on va dire ça comme ça. Il fait frais. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, le Cloud Screener, je suis content parce que c'est la rentrée. Ouais, enfin, la rentrée, on est au mois d'octobre, mais bon, en octobre, pour être sûr que vous êtes tous là. Et moi, à vrai dire, je prends mes vacances en septembre. Donc, trêve de contact de ma vie. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'une solution bien particulière. On est là pour parler de Claude, bien sûr, enfin de cloud. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une solution qui s'appelle Denver. Alors, pour vous expliquer Denver en trois points essentiels. D'abord, contexte géographique. C'est une équipe européenne, française, bretonne, nantaise, bien Et sûr, Marseillaise. Et Marseillaise, Maxime et et Marseillaise. marseillaise. D'accord. C'est bien, C'est un sacré mélange. ça prend les corners de la France, c'est parfait. Ouais. Numéro 2 au niveau produit. Alors, on a une solution cloud que je dirais en stage 1 bien mature. Par stage 1, j'entends que on a déjà de la virtual machine, on a du block storage, il me semble qu'on a de l'object storage, on a du load balancer, on a des réseaux privés. Donc, on a toutes les briques qui correspondent pour moi à peu près à 80% des usages du cloud. Stage 1, bien sûr, parce qu'on n'arrive pas non plus dans le FAS, etc. Mais on va en discuter avec Vincent, je pense que c'est dans les cartons. Et en numéro 3, les éléments différenciants de Denver. Alors, la chose à savoir, c'est que Denver est son propre fournisseur de data center, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de demander à Equinix, NTT ou je ne sais qui pour avoir une petite salle et mettre plein de machines dedans. Denver, ils ont édité une solution inédite de DC flottant sur l'eau, plus particulièrement sur l'eau de rivière et avec le gros avantage du refroidissement passif. Et donc, ça, c'est, je pense, un gros machin dont on va parler durant ce podcast. En gros, avec ces trois points, je vais vous donner ce que je pense être Denver. On va en discuter et bien sûr, Vincent va me dire, ah, mais là, tu as dit n'importe quoi, c'est plutôt ça, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour l'instant, ça va. Mais du coup, avant de commencer à discuter avec Vincent, Jérôme le sait, vous le savez, je le sais, Vincent peut-être aussi le sait, j'adore faire des benchmarks, j'adore récupérer des infos pour comprendre les clouds au-delà des chiffres d'affaires et des parts de marché, et ce genre de choses. Et donc, quand j'ai découvert Denver il y a peut-être un mois et quelques de ça, je leur ai envoyé un message tout de suite en disant Salut, vous pouvez me filer du crédit pour que je teste votre infra, etc. Ils m'ont dit Anthony, calme-toi. On donne 50 euros de crédit à tous les gens qui veulent tester notre plateforme. Donc, allez-y, hein, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller chez eux et mettre votre plateforme et vous allez voir, pouvoir constater par vous-même ce que je vais vous dire. Parce que je me suis donc attelé à la tâche de vous fournir un petit benchmark aux oignons pour avoir des données neutres, objectives, etc. Vous me connaissez. Et avant de commencer aux performances en tant que telles, juste parler des spécifications des machines. J'ai vu qu'ils avaient des CPU AMD très performants, dont vous nous cachez la référence. On ne sait pas exactement quel modèle, mais en tout cas, au vu des caches, au vu de la fréquence, ça a l'air performant. Et on s'est dit, on va comparer donc ces machines-là avec une C6i 2X large de AWS. AWS, leader de marché. La C6i, c'est, je crois, 8 CPU, 16 Go, quelque chose comme ça. Et on prend donc du 8 CPU, 16 Go aussi chez Denver. On lance les mêmes benchmarks et on se pose la question qui c'est qui a le meilleur score. Alors, euh,
Il y a beaucoup de tests qu'on peut lancer. Je ne vais pas tous vous les faire là pendant le podcast. Peut-être qu'on fera un webinaire, on en parlera, ça pourrait être intéressant aussi. Mais rapidement, on a par exemple le Geekbench. Geekbench, qui est un score qui nous produit un score synthétique pour un système donné. Deux scores d'ailleurs, le score single CPU et multi-CPU. Sur du multi-CPU, chez AWS, on a un score de 6000. Chez Denver, on a un score de 6600. C'est un bon gap. C'est pas un gap énorme du genre entre CPU de 3 générations ou 2 générations, mais c'est déjà un bon gap. Ce qui est intéressant, c'est la capacité à scaler. Donc, on lance un workload avec un CPU, ensuite on lance un workload avec 8 CPU qui est l'ensemble du système. Dans l'idée, à un CPU, on est à 100%, à 8 CPU, on va être à 800%. Chez AWS, on est à 374% quand on prend l'intégralité du volume. On est assez loin des 800%. En réalité, j'ai jamais vu ce 800%, même quand on vend du HPC. Et chez Denver, on est à 500%. Donc, on a une capacité chez Denver à mieux scaler sur les workloads. Bien sûr, Geekbench est un score synthétique. On pourrait rentrer en profondeur et se poser la question, est-ce que Denver est mieux pour la compression? Est-ce que AWS est mieux pour l'encryption? Mais pour l'instant, on est en train de parler d'un score synthétique. Ça aide déjà à voir les choses. Si vous voulez, on pourra rentrer dans les détails, il n'y a pas de souci. Pareillement, si je dois vous parler autre que du CPU, on a pour le réseau. Chez AWS, quand je prends ma C6 2X large, ils me disent, OK, tu auras, je crois que c'est 15 gigas maximum. Moi, ce que j'ai vu, c'est 12 gigas en moyenne, sachant que chez AWS, le réseau, c'est un peu bizarre, faut pas en abuser, sinon il nous burst. Enfin, c'est un peu compliqué. Chez Denver, je crois que vous dites 30 gigabits pour tout le monde. Après, il peut y avoir des variations. Moi, j'ai vu du 22 gigabits sur ma machine, sachant que ce 22 gigabits et ces 30 gigabits théoriques maximum, en fait, c'est peu importe la machine. Même si vous prenez une machine avec un CPU, 8 CPU, 16, 24, 32, vous aurez ce 30 gigas maximum. Là où chez AWS, la capacité de réseau est proportionnelle à la taille de la machine que vous prenez. Il y aura bien sûr des machines avec beaucoup plus, des machines avec beaucoup moins qui ont les mêmes CPU, mais ça dépend toujours de la taille. Et du coup, dans tous mes relevés de performance, AWS, enfin Denver plutôt, était généralement meilleur, à part, je crois, sur la vitesse de stress, hein, le stress de la RAM, où AWS était un peu meilleur. Mais, excusez-moi, mais les performances, c'est intéressant, mais souvent, je parle avec des gens qui font du marketing, par exemple, et ils me disent, ouais, mais je comprends rien à ce que tu me racontes. Ils n'ont pas tort. Et du coup, ce qui intéresse beaucoup les gens, c'est le prix. Et pour cette VM chez AWS, on a 40 centimes de l'heure pour avoir 8 CPU, 16 Go. Si je vais chez Denver, je suis à 10 centimes. Donc on divise le prix par 4. On va me dire, oui, mais Anthony, tu prends les prix au lit, chez les grands cloud providers, les hyperscalers, on a des prix à l'année, sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 28 ans, etc. On va se calmer, on va rester à 1 an. Pour cette même VM chez AWS, je vais payer 2200 €, 2200 dollars, excusez-moi, par an. Chez Denver, je n'ai pas à me poser la question de est-ce que j'ai un discount, je ne sais pas quoi. Peut-être que vous aurez un discount, on en discutera tout à l'heure peut-être avec Vincent. Si vous venez voir Denver et que vous dites moi j'ai besoin de poser mes VM pendant 3 ans, je pense qu'ils vous feront un discount. Mais sans ce discount déjà, on est à 910 dollars. Donc chez AWS, 2200 avec un discount parce qu'on le prend à l'année. Chez Denver, on a 910 sans se poser la question de discount. Et donc, en regardant tout ça, là, je viens de vous faire un petit résumé spec, perf, prix. J'ai envie de résumer ça en disant bravo à Vincent et à son équipe, parce qu'ils ont monté un projet où ils sont partis être leur propre fournisseur de data center, rajouter dessus une solution cloud qui est performante, et en plus d'être performante, elle est souveraine, elle est tatati, elle est tatata. On va rajouter beaucoup de mots-clés parce qu'il y a beaucoup d'avantages dans leur solution, mais le nerf de la guerre, elle est peu chère à côté d'un hyperscaler aussi. Et donc, je réitère, félicitations Vincent, bravo pour votre solution. Euh, Avant de commencer et te poser plein de questions là-dessus pour savoir qui vous êtes, ce que vous faites, et tatati et tatata, qu'est-ce que toi t'en penses de ces résultats en fait? J'en pense que c'est la première fois qu'on ait une analyse, en tout cas, et ça c'est ce que j'avais évoqué, c'est que effectivement tu as mis
parler de pas mal de mots qui sont souvent mis en avant, des clouds aujourd'hui qui existent et qui sont nouveaux, hein. Il y a plein de petits cloud providers, de clouds locaux, on va dire, hein, de proximité qui sont en train d'émerger et qui naviguent, enfin, qui surfent un peu sur cette vague de souveraineté de green. Mais nous, on voulait faire du green, mais ne pas délaisser, ou en tout cas mettre de côté les performances, parce que aujourd'hui, si on dit, ou en tout cas si on veut aller convaincre les gens qui sont déjà et qui utilisent déjà des clouds type AWS, GCP ou Azure, de venir chez nous, il fallait qu'on ait aussi des arguments autres, parce qu'aujourd'hui, la souveraineté, quand vous êtes une entreprise internationale, ou le green, quand vous, votre production, c'est par exemple du pneu ou autre, et que forcément votre besoin en décarbonation est plus ciblé sur votre production que au niveau des scope 3, au niveau du numérique, bon, bah là, on s'est dit, il va falloir vraiment envoyer du lourd. Et pour ça, ben, on a travaillé sur toute la chaîne de valeur. Effectivement, tu évoquais le data center, du coup, les machines, les baies, et jusqu'à la plateforme pour arriver à maintenir des coûts bas avec une performance top. Ok. J'ai ma petite idée là-dessus, mais c'est qui votre fournisseur de hardware? En tout cas, celui qui vous donne les baies en tant que tel, votre partenaire. J'ai ma petite idée, mais je ne suis pas sûr. Ouais, en fait, ça serait compliqué parce qu'on a échangé avec plusieurs entreprises. Il y en avait une qui était très bien, hein, peut-être que vous l'avez connue, c'était IT Renew, qui a été racheté par Iron Mountain, donc un géant de la GED, hein, la gestion électronique de documents, et donc qui lui, effectivement, faisait du reconditionnement de matériel OCP, donc Open Compute Project. Donc voilà, Yes. on est vraiment sur le même modèle, hein, de l'architecture ouverte, parce que le but, c'est effectivement de ne pas avoir un phénomène de lock-in dans une techno ou chez un fournisseur. Donc je réponds en partie à ta question. On est multi-fournisseurs, on achète du neuf. Là, certains de nos matériels, là, en neuf, c'est du NITAC. On a aussi du reconditionné venant de Facebook. Donc vraiment, en fait, on essaye de maîtriser au mieux les coûts et aussi les émissions grises issues de l'achat de nouveaux matériels. Et on essaye aussi à notre niveau de travailler une économie circulaire pour un pays comme la France, qui n'est pas fabricant, hein, de matériel. Il y a une entreprise de CRSI qui fait de l'assemblage. Bon, après, voilà, il y a plein de fournisseurs. En tout cas, travailler sur une architecture ouverte, donc on s'était ready, permet justement un certain nombre de choses. Et nous qui sommes sur de la R&D, hein, de base, hein, sur la partie hardware, même si effectivement on a une offre de service via la plateforme, euh, bah, voilà, il fallait qu'on puisse avoir accès à un certain nombre de paramétrages, notamment parce que on travaille énormément sur la partie énergie et efficacité énergétique. Là, c'est plutôt la partie exploitation pour gagner en coût. Et donc, il fallait voilà, qu'on puisse paramétrer, modifier. Et souvent, quand on achète des produits déjà marqués été, etc., on a toute une panoplie de services et on ne peut pas rentrer forcément dans tous les paramétrages pour les modifier, etc. Donc Yes. ça vient de plusieurs endroits. Voilà. OK. Mais tu me parlais, c'est le Open Cloud Data Center, c'est ça? Enfin, c'est quel l'organisme? Open Compute Project. Exact, c'est ça. Ouais, Open Compute Project. Et, Les anciens de Facebook 2014 qui ont monté ça, l'idée c'est un peu de faire la même chose avec standardisation de ouais, dossiers, etc. entre Apple et puis tous les autres, puisque les Ouais. connectiques sont différentes et chacun a sa techno, alors qu'on le sait tous. Voilà, arrêtons un peu, prenons les meilleurs, en tout cas standardisons un certain nombre de choses pour permettre voilà, une économie circulaire, parce que franchement, il y a du turnover sur les machines assez fort, même si en France, globalement, on reste plutôt des bons élèves. OK. Et tu m'as évoqué quelque chose où tu disais tout à l'heure que vous aviez le service, mais vous, vous êtes beaucoup dans la recherche. Et en réalité, moi aussi, de loin, je vois un peu
les trois layers où dans une société, je vois qu'il y a de la recherche parce que votre très grosse innovation, c'est quand même d'arriver à faire des data centers à refroidissement passif. Mais c'est quand même aussi un gros métier de faire du cloud. Enfin, déjà de faire du data center, ensuite de faire du cloud, et ensuite de le vendre. Et en fait, quel est votre cœur de métier chez Ouais, Denver? bonne question. C'est vrai que souvent, en plus, en tant que start-upper, enfin de start-up, on vous demande, hein, parce que vous rentrez dans pas mal de pôles où on vous dit, ouais, il faudrait mieux faire ci. Et effectivement, votre business model doit se focuser sur une offre en particulier pour être vraiment là où on a le plus de force et d'avantages. Mais nous, en fait, on savait que c'était vraiment en combinant ces trois choses, donc la plateforme en lien avec le client et les utilisateurs, du coup. Euh, Après, le matériel vraiment associé aux besoins de cette plateforme et aux besoins aussi des clients, hein. L'idée, c'est de travailler sur du cloud privé directement chez les clients, puisque encore une fois, c'est le fait aussi de travailler le matériel qui peut permettre l'économie circulaire. Donc, on essaye aussi d'être force, on va dire, d'être relais pour cette infrastructure ouverte. Et après, on a le data center, hein, vraiment en toile de fond, mais qui est on va dire, l'élément, on va dire, différenciant, hein, de Denver, même s'il y a cette offre globale et qui, lui, vraiment voilà, donne une image vraiment innovante à Denver. Donc, ce data center effectivement flottant, on en parlera. Euh, on a Monsieur Blin qui souvent a des questions qui sont le genre de questions qui moi ne me passeraient pas par la tête, pas parce que je suis bête ou parce qu'il est extrêmement exceptionnel, quoique, mais Quand parce que même. ouais, exactement. Parce que Monsieur Blin est là exactement pour nous poser le genre de questions exotiques que je n'aurais pas en tête. Alors, si tu en as Des, une, nous sommes tout oui. des questions non techniques surtout. En fait, moi, on va dire, je suis la partie justement marketing, etc. Du coup, j'aime bien m'intéresser aussi aux entreprises et à la philosophie, etc., etc. Moi, j'ai tendance à considérer, je sais plus, j'ai lu ça un jour, mais bref, j'ai tendance à considérer que nous tous, en tant qu'individus, on est la somme, enfin la moyenne de notre environnement. C'est-à-dire que moi, je suis la moyenne de ma femme, plus de mes potes, plus de mon travail, plus de machin, etc. Si on considère en fait que Denver est une personne, ça serait la moyenne de quoi? Quel est son environnement? Oula, effectivement. Il est fort, Jérôme. Il est fort. Des Ouais, personnalités, des modes de pensée, je sais pas, alors, je vais dire des trucs, alors Jean Covici, ça pourrait être un mode de Elon Musk et de Jean Covici, plus je sais pas quoi. ouais, j'ai bien vu ça, ouais. Ouais, Elon Musk, bon, c'est sûr, hein, c'est un personnage un peu atypique. Bon, après, voilà, il a réussi certaines choses avec ses propres convictions, donc bravo à lui. Bon, il a d'autres travers qui, moi, voilà, me déplaisent, surtout à son niveau, vu que maintenant c'est une personne influente et donc voilà. Mais au-delà de ça, nous, bon, clairement, on n'a pas d'influence, hein. On fait pas. Nous, pour l'instant, on est, ouais, j'ai envie de dire, c'est vraiment de l'entrepote pour l'instant parce qu'on a une sympathie, voilà, parce qu'on est une jeune entreprise, on est hors tradition, hein. C'est vrai que la tradition dans l'IT fait sens, hein. Au départ, quand vous parlez de data center flottant, bon, beaucoup rigolent un peu, beaucoup vous parlent de sécurité, mais bon, effectivement, hein, c'est un gros enjeu, mais nous, on parle aussi de réseau, de performance, d'intégration et de plein d'autres sujets, plein d'autres enjeux. Et finalement, il y a plusieurs années maintenant, puisque dans l'idée de Denver, hein, qui a émergé il y a à peu près 5 ans, il y a eu pas mal d'étapes, hein, forcément, des hauts débats comme toute startup, mais aujourd'hui, on arrive à concrétiser cette idée, ce concept de data center flottant qui, comme un concept de voiture, on l'espère, fera émerger des solutions intéressantes et probantes, encore une fois, qui peut-être seront des standards dans les années à venir, hein. Il y a l'immersion cooling aujourd'hui qui est
encore en mode recherche parce que c'est pas encore une technologie assez mature sur plusieurs sujets hein, dont on pourrait évoquer parce que c'est aussi des technos auxquels on réfléchit. Nous, on est resté sur des principes très basiques. On n'a pas voulu faire de la deep tech, hein, donc c'est aussi un peu de la low tech finalement. C'est remettre de la simplicité là où on a créé quelque chose qui est tellement complexe que maintenant, la majorité des pannes viennent de la complexité enfin, Ouais. des systèmes d'information, ça oui, au niveau software, mais aussi des architectures trop complexes. Je pense qu'on a peut-être mis un peu trop d'ingé là où il aurait fallu mettre un peu plus de tech. Ouais. De toute façon, en général, ouais, j'ai l'impression qu'on a toujours tendance à complexifier ce qu'on fait. Et moi, le premier, d'ailleurs, dans mon travail qui n'a rien à voir avec tout ce qui est technique, etc., je fais la même chose, j'ai tendance à complexifier. Donc, des fois, je me remets en question, je me dis, tu ne pourrais pas faire plus simple. Et des fois, c'est ce qui marche le mieux. Du coup, alors moi j'ai une autre question plus d'écologie visuelle. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais souvent on a tendance à clasher les éoliennes sur le fait qu'il y a une sorte de pollution visuelle, attention, par rapport à ce qu'elles génèrent. Est-ce que les data centers sur eau, sur rivière, ont tendance à subir aussi ce même genre de remarques? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises en place pour qu'elles se maquillent mieux dans le paysage? Je ne sais pas encore comment c'est, si c'est des zones confidentielles, etc., etc. Est-ce que c'est des choses que vous avez étudiées aussi par rapport à ça? Ouais, c'est des choses qu'on prend en compte et dont on fait aussi attention parce qu'effectivement, on est encore, c'est encore de la R&D, même si on est quand même à des TRL, hein, donc à des niveaux en fait de maturité assez élevés parce que je l'expliquais, c'est des technos existantes, hein, on n'est pas allé vers de la deep tech, même si on a des sujets qu'on pousse un peu plus loin, notamment sur l'énergie. Les data centers là, oui, euh, comme il se veut facilement déployable, hein, d'où le modèle flottant, parce que du coup, il ne prend pas de foncier, il n'y a pas de permis, la construction est beaucoup plus simple, en plus, on peut faire des effets de série, etc. Donc en fait, le déploiement, une fois arrivé, effectivement, bah, c'est comme un bateau, mais un bateau après, bon, ou une éolienne, enfin quelque chose qui en tout cas effectivement est sur l'eau. Voilà, ça plaît ou ça plaît pas, c'est nécessaire, on le sait, mais effectivement, souvent, il y a des associations après de riverains qui peuvent se plaindre et qui peuvent avoir gain de cause et qui, pour nous, serait dommageable finalement, et voire même pour dupliquer la solution dans d'autres villes où les maires, du coup, diraient ben non, enfin, Entre en tout eux. cas, les maires. Ouais. Donc effectivement, c'est un sujet qu'on travaille et d'ailleurs en amont, on échange avec du coup les gestionnaires d'infrastructures portuaires en général, hein, parce que bon, il y a les villes, mais après le port reste quand même sous gestion type par exemple le grand port de Nantes-Saint-Nazaire hein, qu'on a été voir en direct et qui ont accepté en fait du coup j'ai envie de dire la démonstration sur leur concession, puisque ce sont des concessions. Et donc, ils nous autorisent via une AOT, donc c'est une autorisation d'occupation temporaire, ils nous autorisent en fait à exploiter ce site durant une période prévue. Euh, donc en fait là, on est plutôt sur le fait d'embellir un peu leur image parce que le port a toujours une image un peu décriée, un peu noire, hein, dans les Ouais. villes, voilà. Donc il y a ça, ils veulent être un peu innovants et puis eux aussi ils travaillent sur la décarbonation, sur un tas de sujets, la 5G. Donc on répond à certaines voilà, de leurs attentes. Maintenant, il y a effectivement le fait que bah, il y a des gens qui ont vu sur ces espaces-là, d'où les éoliennes effectivement. Et là, bah, pour l'instant, on n'est pas Stark, hein, on n'a pas forcément mis tout l'argent du côté du design, même si on a réfléchi à quelque chose qui voilà, qui soit pas non plus un gros immeuble avec une grosse éolienne ou ce genre Ouais. de choses. On est quand même sur quelque chose qui fait anti-rando, hein, donc la partie visible, on est à 2,53 m, avec déjà là où on est à Nantes, un quai qui fait jusqu'à 6 mètres de haut. Donc des fois, on la verra même pas, la structure. Pour vous dire, Ouais. donc au final, on est très petit par rapport à la majorité des bateaux qui se font. On est quand même sur un modèle de Edge Data Center, donc voilà, avec aussi une intégration travaillée sur l'énergie et effectivement les consommations annexes. Mais finalement, nous, on n'a que
la consommation d'énergie, on n'a pas la consommation d'eau, puisqu'effectivement, c'est un système passif. Mais après, on peut pousser le modèle jusqu'à, par exemple, là, on a des réflexions avec des urbanistes, avec des gens qui ont des projets dans des centres-villes, enfin, où il n'y a plus de foncier, il faut être clair, et où là, on va pouvoir travailler sur des co-usages. On parle de la chaleur fatale, on parle de ce genre de sujet, et pourquoi pas l'intégrer à Paris, par exemple, sur une Ouais. barge, où il y a un restaurant, tu vois, par exemple. Et justement, alors moi, c'est un truc, on finit avec juste une dernière question qui permet de rebondir, enfin, je rebondis un peu là-dessus. C'est que, est-ce qu'il y a des zones plus stratégiques, plus intéressantes, je sais pas, la région Rhin-Ruhr, l'Asie où il y a beaucoup d'eau, le Brésil là aussi où il y a beaucoup d'eau, ou est-ce que, en fait, ça n'impacte strictement rien tant qu'il y a une rivière, tant qu'il y a de l'eau, on the road again? Ouais, il y a des régions plus favorables que d'autres. C'est vrai que, il y a aussi des marchés plus émergents, enfin plus Ouais, forts, à plus forte croissance que d'autres. Mais par exemple, tu vois, au Canada, ils ont quand même beaucoup euh, de- d'électricité hydroélectrique peu chère. C'est pas une contrainte, l'énergie, finalement. Et le froid, tu comprends assez vite que bon, le Canada, c'est pas l'Afrique. Donc, effectivement, on a quand même des endroits sur le globe avec une beaucoup plus forte tendance à imaginer, en tout cas, des plans de Denver un peu partout, puisque ouais. l'idée de cette structure, c'est de faire des maillages pour travailler la résilience, la performance des réseaux et encore une fois, décentraliser aussi l'Internet. C'est vraiment remettre, comme les locavores dans la nourriture, c'est vraiment remettre voilà, le local au centre du jeu, quoi. Ok, Et cool. du coup, en termes d'économie, je pense que vous avez dû le théoriser. Quand je dis économie, je parle d'euros comme de CO2. Quand je mets un data center Denver avec refroidissement passif à côté d'un data center que Denver aurait fait, mais sur la Terre avec de l'eau et des clims, etc., quelle est l'économie que vous avez projetée? Bah, déjà, on n'a pas de consommation d'eau. Si par rapport à un data center qui serait sur les dernières technologies de refroidissement, donc des systèmes adiabatiques, on Ouais. pulvérise de l'eau et voilà. Donc c'est souvent des eaux issues du réseau, des eaux potables qui sont après en plus chlorées, donc qui finissent en eau grise. Avec les phénomènes de stress hydrique qu'on a dans les régions, finalement, ça devient très problématique. On le sait indirectement, même si c'est au cas par cas. Mais par exemple, Facebook, enfin Meta, pardon, en Espagne, même s'ils prônent l'emploi et que c'est des régions, voilà, on le sait, avec des forts taux de chômage, donc ils savent comment s'intégrer, ils ont quand même maintenant les populations voilà, qui mettent leur veto sur ce genre sur ces gros campus qui consomment énormément, pas que d'énergie finalement, qui consomment aussi de l'eau. Donc déjà, Ouais. nous, pas d'eau. Ensuite, le système de refroidissement, bah, c'est simple, en fait, on a un système d'échangeur quand même, puisque à certaines périodes, même si on récupère le froid naturel, là pour le coup, on ne pompe pas d'eau, on n'est pas là pour réchauffer ni pour avoir une sorte de solution invasive. On n'est pas une centrale nucléaire non plus, mais on va récupérer le froid de l'eau, puisqu'effectivement, les effets d'îlots de chaleur qu'on a dans les centres-villes, avec les fortes hausses de température, bon, des fois amplifiées parce qu'il y a peu de végétation, et puis des fois aussi amplifiées par les clims, qui sont des compressions, donc qui recrachent du chaud. Nous, on va avoir un climat plus favorable au niveau de l'eau. Par exemple, à Nantes, on est des fois sur des pics à 40-45 dans certaines rues, où là, on va être, je dis des pics, où là, on va être sur des pics à 30 degrés. Finalement, on n'a pas de pic. On a juste l'eau qui, finalement, a une température assez lissée, quoi. Donc ça, c'est aussi un bon point. Du coup, ça fait qu'on va diminuer aussi la consommation d'énergie au global sur ce système de refroidissement. Là, je parle vraiment consommation-exploitation. Ouais. On a aussi après toute la partie production d'énergie, in situ. On travaille avec du coup les solutions, enfin les solutions, les entreprises qui travaillent sur l'offshore, donc l'économie bleue qui est en plein essor et qui produit de l'énergie depuis déjà pas mal de temps, même s'il y a un engouement aujourd'hui médiatique pour l'éolien offshore et pour l'hydrogène, il y a quand même pas mal de solutions existantes et donc on travaille. On a un actionnaire d'ailleurs qui est Jeps Techno et qui
travaillent sur des solutions de production d'énergie en mer, donc sur des modèles de production offshore. Donc eux, ils nous amènent ce savoir-faire et cette compétence-là sur la production d'énergie in situ grâce au fait qu'en plus on a une dimension supplémentaire, on a l'eau. Donc on alimente en direct et c'est pour ça que je vous parlais du fait qu'on peut, avec une architecture ouverte, bien travailler un peu chaque élément parce qu'en fait, les serveurs dans une baie OCP, les serveurs sont dépouillés de l'alimentation. Elle est centralisée et vous avez des bus bars. Ce qui fait que vous Ok. pouvez travailler d'un bout à l'autre sur une seule énergie, j'allais dire. Enfin, en tout cas, nous, on travaille en courant continu, ce qui facilite grandement la maintenance et ce qui nous permet de produire, de passer par des racks batteries et d'alimenter en direct. Donc, bien sûr, je simplifie le schéma, c'est un peu plus complexe. Mais on a travaillé avec des solutions justement de production d'énergie offshore qui sont sur ce même modèle-là, donc avec des redresseurs, etc. Donc du matériel électrique qui permet justement d'avoir à se passer d'un onduleur. Donc tout ça mis bout à bout, effectivement, on a des gains en termes d'exploitation, mais on a des gains aussi en termes de CAPEX, en termes d'investissement, parce qu'on va être capable de produire pour nous une petite start-up des data centers rapidement. Hein, on sera capable à peu près entre 1 et 2 mois à fabriquer en usine un data center clé en Wow. main, clé en main, et après le déploiement se fera bien sûr au rythme de l'administratif, mais qui est bien moins long que celui où il faut des permis, où il faut aller demander faire une étude de sol, etc. Et puis quid de la dalle béton parce que les baies informatiques sont très lourdes, alors que là on a la poussée d'Archimède sur l'eau. Enfin, il y a plein d'avantages en fait à aller sur l'eau et globalement, on sera capable très rapidement d'arriver à un nombre de data centers pour une startup qui sera quand même assez fou, quoi. D'accord. Bah, en fait, c'est très intéressant ce que tu me dis, parce que j'entends un peu que votre data center est un peu en contradiction avec ce qui se fait depuis une trentaine d'années, où bah, lorsque on veut un data center, comme tu disais, bah, il faut trouver le terrain, il faut trouver l'endroit, il faut aller voir les autorités, il faut avoir les certifications. En France, le maire, l'agglomération, le préfet et qui sais-je encore. Alors que là, en fait, on a un accès à la chose. Moi, mon avis, c'est que, en réalité, l'avenir du data center, il n'est pas simplement dans les petits décès, parce que les gros décès qu'on a, ils sont là, on les utilise et ils ne sont pas du tout pleins. Mais tous ces petits décès, en fait, ils nous permettront d'atteindre un maximum de choses technologiquement parlant. Ce que je veux dire, c'est que jamais de la vie, vous arrivez à mettre un data center au milieu de Paris, dans une zone protégée pour vous servir l'opéra, et etc., etc. Jamais de la vie, vous arriverez à trouver, Et ben, disons, un hectare pour le faire. je te promets que dans pas longtemps, on sera capable de le faire Bah, avec ta solution ou avec une solution de data center classique? avec notre solution, hein. Ah, bah voilà, on est bien d'accord. Parce que Ouais, l'idée, c'est que même sans prendre votre solution, c'est-à-dire d'aller sur l'eau, etc., se poser des questions, se dire on va faire un data center de 30 mètres carrés. En fait, c'est une idée déjà qui est bien plus potable dans le marché de l'immobilier qu'on a actuellement en France et en Europe et dans tous les pays occidentaux, je pense. Se dire on va faire entrer plein de machines, ça le fait. Maintenant, il y a toujours tous les problèmes qu'un data center peut avoir, que ce soit pour le refroidissement, que ce soit pour l'énergie. Faut tout faire entrer. Et si on est à Paris, c'est pas dans l'appart au 2 bis qu'on va mettre un data center, encore une clairement. fois. Donc, votre solution, particulièrement avec la nouvelle tendance qui arrive de Edge, bah, en fait, on a la solution toute trouvée pour faire du edge dans la plupart des villes, puisque historiquement, l'homme a fait des grandes villes autour de rivières. C'est comme ça que ça se passe, Paris, Moscou. Enfin, Mm. voilà, on a toujours une Exactement. rivière, on a toujours de la mer. Donc, si on veut être au plus près, faire du edge, quelle que soit l'application, on peut imaginer TikTok, mais on peut imaginer bien d'autres choses, en fait, en réalité, bah, vous ouvrez des opportunités. Simplement parce que vous êtes sur un terrain immobilier, un terrain, non, c'est pas un terrain, mais bon, sur un endroit immobilier
qui n'est pas aussi difficilement réglementé. En réalité, je me pose même la question si votre data center est mobile, dans le Oui, sens où, bah, voilà, ou si demain on veut le déplacer d'un endroit X à un endroit Z parce qu'on a ceci, parce que cela, bah, ça a l'air possible. Mais oui, enfin, tout ça pour résumer que vous me donnez vraiment l'impression d'être exactement au bon moment avec la bonne solution. Et du coup, ma question là-dessus, ce serait, vous voyez Denver à Nantes, à Paris, à Toulouse, à Montpellier, à Lyon, et à Berlin, et à Francfort, etc., etc. Ou pour l'instant, enfin, peut-être que ça, c'est sur du long terme, et que pour l'instant, sur le court et moyen terme, vous avez une autre stratégie? non, effectivement, après, on a le droit de s'imaginer un peu à arriver, même si le côté français nous rappelle le côté très pragmatique où, voilà, faisons d'abord, avançons pas à pas, etc. Mais clairement, oui, pour vraiment se donner un challenge vraiment, parce que en fait, ça en vaut la chandelle. En fait, c'est une innovation mondiale. Il y a quand même des brevets déposés derrière. Donc, disons que c'est sûr, le modèle, enfin, le data center, le cloud, tout ça, c'est effectivement souvent américain. Et nous, on l'a vu, hein, des fois, on se disait finalement, est-ce que ça serait pas mieux qu'on ait, même si le nom sonne américain, il est français, hein, c'est données environnement avec le R pour la partie renouvelable et refroidissement. Donc, voilà, ça peut se dire aussi en anglais. Mais, mais des fois, on se disait, effectivement, si on était américain, quelle serait finalement la, comment dire, enfin, ouais, l'acceptation un peu de certains Français qu'on a rencontrés, parce que finalement, au départ, comme je vous disais, le projet, quand on le pitchait, on a eu vraiment une oreille attentive que quand Microsoft a commencé à immerger ses data centers, là, puis Mm. avec le projet Mythic, ou quand Nautilus Data Technology a signé, donc c'est une entreprise américaine, pareil, à San Francisco, qui fait des gros data centers flottants, qui ne sont pas sur les mêmes technos que nous. Et puis là, ils ont des data centers, tu vois, c'est 7,5 mégawatts. D'ailleurs, ils ont un projet à Marseille, hein, si vous voulez regarder, ils ont un projet à Marseille qu'ils veulent mettre, parce que Marseille, c'est saturé, et pour autant, il y a tous les câbles sous-marins qui arrivent, donc tout le monde veut être au plus près de ces câbles-là. Mais Mm. eux, ils ont signé ils ont signé une levée de fonds. Enfin, disons qu'ils ont eu des capitaux et des sujets intéressants avec un conglomérat singapourien, puisque Mm. Singapour aussi est très foncièrement saturé. Ouais. Donc, Ils ont tout arrêté à Singapour. Ils ont dit, ouais, bon, on arrête toutes les nouvelles constructions, c'est fini. Même ceux qu'on ouais, avait ouais. dit, OK, on arrête. Et pour autant, ils ont quand même plein d'infrastructures, enfin, banques, etc. Donc finalement, on sait que le data center flottant, en France, tu vois, on est plutôt des bons élèves. Il n'y a pas forcément, on a une énergie qui est plutôt décarbonée, même s'il y a encore un peu de déchets, mais en tout cas, le nucléaire a repris pas mal, disons, dans le enfin, non. Ouais, la majorité des gens maintenant Ouais. se disent effectivement le nucléaire, on ne peut pas s'en défaire. Oui, et le mix énergétique français, il est relativement propre. Si on ne juge pas le nucléaire, bien sûr, mais il est relativement propre comparé à tous les Européens. Comparé surtout aux Allemands, effectivement, maintenant, qui rallument des centrales à charbon, effectivement, ça fait sens pour en tout cas avoir de la puissance et ça fait partie aussi là pour le coup, on parle souvent de souveraineté, mais là, c'est une vraie souveraineté parce que si vous n'avez plus d'énergie, en tout cas, si vous êtes pris à la gorge, ça va être compliqué pour vos entreprises, etc. Enfin bref, bon, là, c'est pas le sujet, mais en tout cas, oui, on a une dimension internationale avec ce projet, parce qu'on le sait, un data center, même si en France, voilà, c'est quand même un petit pays, si on arrive, on sera déjà très content de percer le marché français, d'être demain à Paris, ça fait sens, d'être demain à Brest, d'être aussi, pourquoi pas, du côté de Lille. L'idée, c'est d'aller en tout cas dans les endroits où il y a pour nous un intérêt parce que déjà, il y a un marché, il y a une conscience aussi, et il y a des besoins. Euh, mais après, on peut très bien imaginer, ouais, effectivement, Hambourg, on peut imaginer Amsterdam, Rome, enfin bref, et plein d'autres villes.
Sachant qu'effectivement, par rapport à la question de Jérôme tout à l'heure, il y a l'Afrique qui reste un continent mal desservi et où ça serait très pertinent pour nous, mais encore une fois, pas que nous. Euh, c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que nous, on a une technologie, on délivre des services à notre niveau, on a des très bonnes perfs, etc. Mais pour faire prendre une dimension vraiment, et c'est là où on ne peut pas faire le lien avec Elon Musk, on ne s'appelle pas Elon Musk, on n'a pas la puissance de frappe d'un Elon Musk, mais il nous faudrait en tout cas une entreprise avec qui il y ait la possibilité et les capacités d'aller en tout cas très rapidement pour atteindre une taille critique sur le globe et à des endroits vraiment très stratégiques, dont l'Afrique, et je passe tous les pays arabes, etc. Très bien. C'est marrant que tu me parles d'Afrique parce que je vais raconter un peu ma vie, mais j'ai fait 2 mois en France, 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Et beaucoup, je pense que ça se voit, je suis de diaspora africaine, du Cameroun. Et du coup, beaucoup de gens se posent la question de comment investir, parce qu'on est la deuxième, voire troisième génération, donc on a beaucoup de cadres, on a beaucoup de gens qui gagnent assez bien leur vie. On se pose la question de comment investir au pays, comment ramener du data center, comment ramener des bureaux, comment ramener de la technologie. Et, euh, et typiquement, un gros data center, c'est beaucoup de problèmes. C'est beaucoup, beaucoup de problèmes et tous les fournisseurs de télécommunications sont toujours sur ces problèmes de tu mets un DC, il faut le connecter, il faut le refroidir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Euh, Si je prends le cas du Cameroun, le Cameroun, c'est 6000, la plupart des régions, c'est 6000 litres, non, 6000 mètres cubes d'eau par mètre carré par an. Beaucoup d'eau, beaucoup de rivières. Toutes les régions ont un nom de rivière là-bas, en fait, pour vous dire. Donc, il y a de quoi faire. Maintenant, l'investissement, encore une fois, parce que c'est ça dont tu me parlais, investir pour se dire on dit une force de frappe à un endroit, c'est quelque chose. Mais cependant, on n'est pas sur les échelles des gros décès. On n'est pas sur une échelle où on se dit on va faire un tier 4, on va tout redonder avec le réseau et l'eau et l'électricité et le ceci et le cela. Votre data center, il a l'air relativement indépendant en fait. Et notamment quand tu me parles de vos standards qui sont ouverts et que tu expliquais un peu la route de l'énergie jusqu'aux machines, en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, en fait, sur votre standard, on peut brancher une batterie comme un panneau solaire. Ce serait difficile de faire tourner entièrement un DC au panneau solaire, mais des panneaux solaires, en gros, on peut mettre un mix énergétique quelconque pour alimenter votre DC qui est sur une rivière. Et ensuite, tu me dis, on peut le déplacer. Ça veut dire que dans l'idée, on pourrait le faire tourner sur batterie jusqu'à ce qu'il arrive à un autre endroit. Pas que j'ai envie de faire un DC mobile, etc., mais simplement l'idée de votre solution, elle est versatile. Elle est très versatile et du coup, elle s'adapte à beaucoup d'endroits. Bon, après, l'Afrique, il y a beaucoup de défis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il faut que j'appelle les gens de chez moi. Ouais. En tout cas, c'est des choses qu'on a regardées, hein. Il y a des gros problèmes de réseau, de stabilité électrique aussi, hein. Donc, c'est des sujets, effectivement, tu le disais, après, il faut regarder vraiment à l'endroit, mais bon, tu viens de l'évoquer, effectivement, et il y a on parle nous de microgrid, hein, de micro-réseaux à l'échelle locale, en tout cas de production d'énergie, et ça, c'est aussi un truc qu'on travaille parce que c'est comme la donnée, finalement, c'est le transport qui coûte très cher. Ouais. Et pas que, d'ailleurs, même qui émet aussi, hein, puisque derrière, il y a de l'énergie pour tout ça. Donc finalement, le local grid après, bon, on ne va pas rentrer dans pourquoi pas en courant continu, pourquoi on est en alternatif, hein. Je ne vais pas rentrer à les guerres qu'il y a eu entre Tesla et Edison. Mais en tout cas, aujourd'hui, le numérique, les voitures électriques, tout ça fonctionne en courant continu. Donc c'est très pertinent, en tout cas, d'avoir une architecture comme on propose à l'échelle locale, en petit. Mais par contre, après, tu l'évoquais, les méga campus, les grosses structures qui sont existantes doivent continuer, sont peut-être des sortes de sanctuaires pour voilà, d'autres choses, mais en tout cas, ouais, décentraliser une grosse partie, ne serait-ce qu'en termes de sécurité, oui. Ça répond à tellement de choses en plus, mais après, bon, on centralise, on décentralise, et voilà. Ouais, ça, c'est l'humanité et l'informatique.
On fait gros, ensuite on casse, ensuite on refait gros, et ensuite on recasse. Tous les 10 ans, c'est cyclique. C'est Bah, nous, ça on comme fait ça. fondre. Tu vois, nous, on fait fondre. Nous, on est en acier, on est 100% recyclable, hein. C'est ça le truc aussi, même si effectivement, il y a une empreinte carbone du fait qu'il y a une construction et il y aura une empreinte carbone du fait qu'il y a un recyclage, hein. C'est pas la magie, elle s'opère pas parce qu'on est 100% recyclable, bah, du coup, on est écolo. Non, bon, il y a quand même, il faut faire fondre de l'acier, donc il faut de l'énergie. Donc tout ça, comme l'éolien, hein. C'est pour ça que sur les sujets green, bah, bon, ouais, c'est très marketé, mais bon, on parle plus de durabilité, parce que vraiment, dans le temps, on va pouvoir travailler là-dessus, quoi. Et là, c'est le retour sur environnement, on pourrait dire. Ok. Je ne sais pas si tu as une question, Jérôme. Moi, je pourrais en poser des milliers, comme je dis Je souvent. t'en prie. Moi, il y a une question, encore une fois, de newbie que je me pose. Et c'est une question aussi, je pense, qui rejoint aussi par rapport au Edge. C'est comment ça fonctionne, la sécurité du data center. Je ne parle pas de la sécurité informatique, mais vraiment de la sécurité sur site. Est-ce qu'il y a des mesures particulières? Est-ce qu'il y a des règles particulières par rapport à ça? Il y a un physionomiste Euh, à l'entrée. La sécurité physique, ouais. Effectivement, c'est une question qui est souvent posée parce que comme c'est un nouveau modèle, ça paraît, ben, on est visible, donc forcément on est plus attaquable. Donc, Ouais. je vous passe pas mal de choses qu'on nous a dit, peu, mais on répond au même, finalement, au même standard qui se fait pour les autres data centers avec de la surveillance, de la vidéosurveillance. On a même pas mal de capteurs aussi parce qu'on va un peu plus loin justement sur la sûreté, un peu comme la sûreté nucléaire, c'est vraiment essayer d'anticiper les pannes, mais pas que. Donc, tout ce qui va être bruit, odeur et autres, notamment par exemple sur les batteries, hein, en fin de vie, elles dégagent du gaz. Donc, en fait, on pousse vraiment aussi le fait que moins il y a d'humains à aller dans la structure, moins finalement il y a de dioxyde de carbone qui est émis et moins il y a de risque d'oxydation sur les matériels. Parce que Carrément. tu vois, on va aussi réfléchir sur peut-être azoter le caisson pour limiter l'oxygène et limiter et travailler la durabilité. Donc finalement, est-ce que tu vois l'immersion dans un liquide soi-disant diélectrique bio serait plus pertinent, tu vois? C'est pour ça. On regarde vraiment toutes les technologies, mais on essaye de trouver encore une fois celle qui est la plus simple à mettre en œuvre, pas forcément la moins chère. Et le principe de l'OCP, c'est que n'importe qui puisse faire de la maintenance. Tu vois, Hmm. simplifier au maximum les C'était ma choses. question. Ouais. Ok. Donc, tu vois, finalement, nous, on délivre un truc qui, effectivement, comme le disait Anthony, après, celui qui veut, qui est un opérateur de cloud ou qui est un opérateur télécom ou une entreprise qui souhaiterait avoir une solution clé en main d'infrastructure, et ben, c'est typiquement ça, ce à quoi on pourrait répondre, même si on a l'offre cloud, finalement, on peut y mettre tout ce qu'on veut, la technologie nous appartient. Demain, si Azure, même si ok c'est américain et que finalement dans les engagements qu'on avait pris au départ, c'est pas nous, puisque bon voilà, bah, oui, mais il vaut mieux commencer un petit peu. Tu vois, par exemple, je prends l'histoire de notre actionnaire. Il avait la possibilité, donc son marché, c'est l'énergie offshore, donc proposer finalement de l'énergie décarbonée, donc des modèles de production Hmm. d'énergie, éolien, à vague ou solaire, en mer, par exemple pour des plateformes pétrolières qui, elles, crament du pétrole justement ou du gaz pour alimenter leur structure. C'est polluant, quoi. Donc, il leur avait proposé une structure pour permettre justement de produire de l'énergie en partie, du coup 100% décarbonée avec des combinaisons. Finalement, cette société-là, cette grosse société-là, voulait un générateur diesel, donc faire du 50-50. Et dans leurs engagements, les actionnaires avaient dit non, nous on est renouvelable, on n'est rien du tout. Ce client-là a finalement pris une marge 100% diesel pour produire de l'énergie. Et donc finalement, tu te dis, il faut peut-être y aller petit à petit. Ouais. Il faut peut-être se dire que finalement, c'est toi qui as tout compris et les autres qui n'ont rien compris. Et être vraiment en mode imposer un peu les choses.
Ouais, non, ça, non. Déjà, à notre niveau, ça, c'est sûr, ça ne marchera pas. Donc, nous, notre but, c'est en tout cas, voilà, on a notre techno, on a notre écosystème qui nous a demandé, parce qu'ils avaient plein de questions, notamment des entreprises maritimes, puisque maintenant, il y a beaucoup de données qui sont émises par rapport à l'économie bleue maritime, donc bah, des sujets de data, de protection, de traitement, et donc, finalement, on a été amené à développer ce cloud et donc avoir une solution bout en bout. Donc, on est capable de répondre sur plein d'aspects pour donner une solution clé en main. Et si demain, on a un Azure ou un Google ou autre qui, bien sûr, viendra nous voir, pour le bien de la planète, même si peut-être la question se posera de la multiplication, parce qu'après, c'est comme la voiture. Hein. La voiture, c'était un très bon élément, un très bon moyen, en tout cas, à l'époque. Maintenant, la multiplication et le fait que tout le monde ait des voitures, c'est ça aussi le problème. Donc, Ok. Et du coup, est-ce que pour l'instant, vous vous focalisez quand même sur l'expansion de l'entreprise ou vous avez aussi en même temps de la recherche sur de nouvelles technologies, toujours de refroidissement pour garder la performance tout en restant écologique? Dans le viseur, vous avez d'autres choses dans le viseur, ou vous restez quand même focus sur, enfin, vous peaufinez, on va dire, le travail déjà accompli, ou vous êtes déjà dans le turfu, comme on dit quand on est jeune? non, il faut de toute façon avoir une longueur d'avance. Là, ce qu'on va produire, on a déjà à peu près dans notre tête un an d'avance. Finalement, ce qui va déjà être produit est déjà en retard par rapport à notre cycle. Ouais. C'est juste normal, hein, c'est la logique. Et puis parce qu'on ne veut pas tout faire d'un coup non plus. Je pense qu'il faut faire simple déjà. Faut être vraiment, faut avoir une approche très pragmatique en se disant, parce que ça coûte cher aussi, hein, c'est de la R&D, mais pas software, là pour le coup. Ça reste quand même un data center avec une fabrication dans un chantier naval, de l'acier. Et donc du coup, on va voilà, faire la démonstration d'un certain nombre de choses, et ce démonstrateur deviendra une plateforme pour développer, améliorer, optimiser nos technos, et pourquoi pas aussi être une base de test pour qui veut venir utiliser ou en tout cas travailler sa techno. Hein. C'est encore une fois, nous on est vraiment dans un mode collaboratif, c'est vraiment ce qui nous passionne. C'est pour ça que je disais l'entrepote au départ, parce que je pense pas qu'on a un nom à quoi que ce soit, même si demain Denver devenait une grande entreprise, imaginons. Franchement, moi, ça me passerait à côté, c'est pas le truc, quoi. Je me dis finalement, c'est pas moi perso, c'est vraiment ce projet est né vraiment d'une volonté de faire quelque chose de bien, même si encore une fois, il y aura toujours des anti-numériques, des anti, voilà, etc. Il y aura toujours des Voilà, anti. Ouais. il y aura toujours des métiers. Moi, j'y suis pour rien si aujourd'hui Netflix a une telle propension dans les foyers existants. Pourtant, Ouais. voilà, je tacle pas mal Netflix. Mais bon, après, un jour, si on travaille avec Netflix, pourquoi pas essayer de décarboner leur modèle. Mais bon, j'y crois pas C'est une pour affaire de l'instant. consensus. Alors, c'est une entreprise entre potes et il y a combien de potes? Eh ben, il y a à peu près une vingtaine de potes. Hein. Il y a à Ouais, peu quand près même. une dizaine sur la partie industrielle et une dizaine. Ouais, après, c'est beaucoup d'externes. Hein. On n'a pas voulu Ouais. internaliser les gens parce que, encore une fois, s'éclaircira l'avenir que lorsqu'il y aura des signatures probantes, même si on a déjà des bons clients. Hein. On peut citer le Grand Port de Nantes-Saint-Nazaire, Cap Atlantique. On travaille aussi avec Rapido, donc qui est des camping-cars. On a quand même un certain nombre de sociétés, d'entreprises, quand même, avec qui on travaille parce que, encore une fois, ils sont intéressés par les avantages que notre solution propose, au-delà des aspects RSE, tout ça qu'on pourrait trouver. Il y a vraiment de la performance et le coût à la clé, puisque, soyons clairs, c'est ce qui fait la signature. Donc, Hmm. et, comme disait Anthony, quand tu es 4 fois moins cher qu'un Azure, ben voilà, la C'est messe est vite dite, dit. Enfin, c'est c'est la vite même chose. réglé, ouais. Ouais, Ouais. même si honnêtement, ça fait pas tout. Hein. Il y a des fois, vous savez, hein, il y a des engagements, donc souvent c'est sur 3 ans. Même si tout ne sera pas consommé, il y a des obligations
Voilà, franchement, des fois, quand on décortique les choses sont complètement aberrantes, mais j'aurais beau le dire, je passerais pour un pleurnichard, alors qu'en fait, les choses sont comme ça et continueront à l'être. Finalement, ça veut dire qu'ils ont quelque chose d'autre qu'on n'a pas. Et donc, il faut trouver ce pourquoi, même si c'est des fois compliqué, hein. Mais je pense avoir trouvé un DSI, de toute façon, c'est simple. Lui, il a aussi quand même vocation à rester à sa place. Et pour ça, il faut qu'il ait une solution qui soit connue de tous et Oui, soi-disant bah, infaillible. oui, Et donc, les gros cloud providers, tu dis que j'ai pris GCP parce que voilà, si Google plante, personne ne viendra te voir. Mais si tu prends Denver et que ça plante ne serait-ce qu'une minute ou deux, on va te dire, bah écoute mon petit gars, on t'avait dit, pourquoi tu as pris un petit cloud provider local? Donc voilà, ça sera comme ça. Mais donc du coup, nous, nos forces, c'est la performance. C'est pour ça qu'on travaille là-dessus. Et finalement, on associe le côté environnemental parce que les deux, clairement, pour moi, sont liés, hein. mm. Ouais, ouais, c'est imbriqué. Ah ouais, Mais, ouais, mais c'est marrant parce que, en fait, vous accentuez beaucoup sur la perf, qui est très bonne, hein, vu que je l'ai mesurée, je peux le dire très objectivement. Et vous avez d'autres plus qui, en fait, vous les prenez comme s'ils étaient intrinsèques. Je donne un exemple. Le green, vous avez taffé dessus. Je dis le green, c'est un peu péjoratif de nos jours, mais quoi qu'il arrive, vous avez travaillé dessus, vous avez fait quelque chose de performant. Ça fait partie de vos valeurs, ça fait partie du truc, mais quelque part, ça va de soi. On pourrait par exemple aussi dire la souveraineté. Oui, vous êtes français, vous avez fait la solution, vous l'avez développée en France, des dépôts de brevets en France, en Europe, Mhm. mais ça va de soi. Quelque part, ça fait juste partie Oui. du package, en fait. Et quand on regarde Denver de loin, on se dit, bah tiens, c'est en français, on est là, Cocorico, cool, souverain. On se dit, ah bah c'est bien, ils ont une solution décarbonée, c'est cool. En plus, c'est des Français, c'est encore mieux. Et quand on vous parle, vous nous dites, ah mais nous, on vous propose le meilleur prix avec la meilleure perf. Et tous les attributs qu'on voyait de loin qui étaient vertueux, ils vont de soi, en fait, pour vous. Ouais, et puis c'est dur parce qu'en fait, nous, on est vraiment, comme encore une fois, c'est issu de la recherche, donc en fait, on parle vraiment de rendement et on n'est pas, on est très mauvais en marketing, mais finalement, c'est pas plus mal parce on est aussi différent des autres. Et encore une fois, j'ai pas envie d'aller, tu vois, comme certains vraiment allaient dire ouais mais c'est pas normal qu'il y ait autant de règles, c'est pas normal que si il faut que les gouvernements, alors oui, mais je pense qu'il faut aussi qu'on fasse nos preuves vraiment sur d'autres sujets. Je pense pas que ça soit un aspect de réglementation, même si effectivement ça réglerait pas mal de soucis, hein. Ne serait-ce que par exemple la taxe carbone, ça permettrait tu vois, aux entreprises un peu plus vertueuses d'exister. Mais je pensais plus au côté souveraineté. C'est vraiment un mot qu'on entend et dont moi j'étais dès le départ à me dire oula, on fait gaffe à ça parce que la souveraineté, honnêtement, déjà il faut connaître un peu comment ça fonctionne aux États-Unis avec l'histoire de Cloud Act et tu t'aperçois rapidement que les juges là-bas, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Il faudrait vraiment rentrer dans les détails, mais la moindre techno américaine que tu utiliserais, et franchement, c'est compliqué hein, de s'en défaire. Euh, tu vois, tu as du Nvidia déjà, voilà, point. Donc finalement, tu serais soumis au cloud back. J'ai envie de te dire, pour quelqu'un qui se dit souverain alors qu'il est hébergé chez quelqu'un et il sait à peu près les machines, mais il ne sait pas ce qui est utilisé derrière, ni, enfin, bref, tu vois, Mm. tu peux pas dire que tu es souverain. Donc c'est pour ça qu'en fait, la chaîne de valeur dont on a fait, dont on a travaillé, ça nous a pris du temps. C'est pas né en un an juste parce qu'on voulait une application. On a mis une plateforme, nous, on a travaillé vraiment le côté hardware. Je pense qu'il y a peu de gens qui finalement le font, mais c'est ce qui peut réellement t'amener de la durabilité, de la sécurité.
et des prix compétitifs. Enfin, pour moi, tu vois, tu peux pas. Tu vois, par exemple, si on était hébergé chez un OVH ou chez un autre, hein, bah, finalement, on prendrait une offre, peut-être même on aurait des crédits, tu vois, et on serait déjà répliqué dans trois quatre data centers, ça serait super. Mais on n'aurait aucune maîtrise de nos pertes, on n'aurait aucune maîtrise du matériel. Je suis même pas sûr que Ouais, ça soit visitable, même si on le demande. Alors que nous, c'est des choses qu'on propose, tu vois, et qu'on travaille vraiment. C'est limite du sur-mesure. Donc, bah, nous, en tout cas, c'est ce qui nous pousse aujourd'hui vraiment à avancer. Et c'est ce qui fait la valeur de Denver, quoi, qui est différenciante finalement d'une solution qui serait très bien marketée, mais qui finalement derrière serait comme toutes les autres. oui, tout à fait. Et dans ce monde d'informatique, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu vois toi sur le Edge? Est-ce que pour toi c'est juste un trendy word? Est-ce que ça représente vraiment un besoin? Parce que moi personnellement, Anthony Monté, quand j'entends Edge, j'entends beaucoup, je caricature, je sais, mais j'entends beaucoup TikTok. Et quand je dis TikTok, ça veut dire application mobile multimédia en fait. Donc en fait, ça peut être plein de choses. Mais à part ça, je vois personnellement, je connais pas tellement d'usage vraiment du Edge. Donc je ne pourrais pas mesurer en fait si vraiment tel Paris devrait être quadrillé de Edge ou mon bled où j'habite avec 1000 habitants devrait avoir un data center Edge. J'arrive pas vraiment à mesurer ça. Toi, t'en penses quoi de tout ce marché? Ouais, ça fait longtemps. Il y a beaucoup de tendances hein, à chaque fois et finalement chacun surfe sur certaines tendances. Effectivement, le Edge, ça fait longtemps qu'on entend parler. Oui, Toute la partie transport autonome, smart city, etc. Et oui, en fait, ça ne sera possible que si les réseaux aussi sont là et sont assez puissants, assez déployés pour permettre le edge et donc tous ces objets connectés, etc. Même si aujourd'hui, globalement, ça fonctionne plutôt bien. Et quand on le voit, on est capable de regarder une série dans le bus sur son téléphone. Donc on voit quand même que les réseaux se sont pas mal déployés. Et tu vois, la réalité augmentée, les lunettes, on n'en entend plus parler. Tu vois, il y a un certain nombre de produits, je pense, ça a peut-être été trop tôt, un peu comme avant l'iPhone, il y avait c'était IBM hein, qui avait sorti déjà les Palm OS, etc. ouais, ça n'avait pas pris, tu vois, il a fallu attendre une maturité. Donc, c'est pour ça, je pense que des fois, on a tendance maintenant avec la techno, on peut aller très loin, très vite, voire même on pourrait déjà être dans des trucs vraiment farfelus. Hein. Hmm. On pourrait être dans des modèles un peu comme dans certains films de science-fiction qu'on voyait, hein, avec Retour Clairement. vers le futur ou avec Tron, enfin, ce genre Et finalement, bon, il y a certes des évolutions, maintenant il y a l'intelligence artificielle, mais qui existe déjà, c'est juste les solutions génératives qui voilà, font prendre conscience et sont ouvertes à tout le monde, font prendre conscience des possibilités, des capacités de l'intelligence artificielle. Voilà, il y a un tout. C'est impossible de savoir, pour une boule de cristal, qu'est-ce qui réellement fera que une solution permettra, ou en tout cas émergera et sera la solution de demain. Je pense que l'IA en fait partie, hein, clairement, parce que là, Ouais. ça va aller très vite sur pas mal de sujets. Ça va changer certains métiers, mais aucune crainte. Hein, on l'a vu, hein, il y a déjà eu plein de révolutions industrielles et les métiers ont juste évolué. Je pense que ça sera les tâches, tu sais, un peu sans valeur ajoutée qui vont un peu disparaître. Hmm. Euh, mais le Edge, ouais, nous en fait, on en parle parce qu'on est très réseau. En fait, le but, c'est vraiment décentraliser Internet, travailler avec les télécoms à l'échelle locale, et donc permettre vraiment aussi demain tous ces objets connectés, ne serait-ce que par exemple la voiture électrique, il y a un serveur rattaché à chaque voiture électrique pour connaître la charge, tu vois, donc ça arrive un petit peu, mais on est loin du big data comme on l'avait annoncé il y a des Ouais, années. c'est Non, vrai. même la réalité augmentée, les lunettes, enfin, c'est pas encore, ça n'a pas pris, tu vois, à part dans certains sujets, hein, encore une fois, mais on est loin on est loin de la révolution smartphone. Quoi. C'est pour ça que je parlais de
je ne sais pas quel techno demain va être vraiment révolutionnaire, mais on voit déjà le smartphone, l'iPhone 15. Bon, il prend des meilleures photos. Bon, bah oui, mais après, il sert à téléphoner et il n'a pas évolué là-dessus. Enfin, tu vois, Ouais, on est à des limites des fois de certains trucs techno, quoi. Donc, je sais pas qu'est-ce qui va demain vraiment Moi, je énorme. pense, enfin, par rapport à ce que tu disais par le Palm OS versus iPhone ou ce genre de trucs, ce genre de technologies qui sont peut-être trop précurseurs, Alors, oui, oui, trop oui, en oui, tout à fait. précursion, c'est parce qu'en fait, elles ont échoué à faire comprendre leur utilité. Je pense que c'est surtout ça. Tout à C'est fait. communiquer sur l'utilité du truc. Quand c'était Palm OS ou comment on appelait ça, des pads, comment on appelait ça? Bref, des organisateurs, des organiseurs personnels électroniques, machin bidule. Enfin, moi, en tout cas, à l'époque, mes parents, mon entourage, je ne comprenais pas vraiment l'utilité des trucs. On voyait ça dans les films, ça avait un petit stylet, ouais, c'était cool, mais on ne comprenait pas. L'arrivée de l'iPhone, bon, bah, Steve Jobs, avec sa mythique démonstration, qu'on l'aime pas, il a fait comprendre l'utilité du truc. Bah, là, en l'occurrence, alors encore une fois, du langage non technique, je m'excuse de toujours mettre un préambule à ça, mais c'est parce que c'est important quand même. Entre un Edge et puis un data center flottant, etc., etc. Moi, je vois plus directement l'utilité du data center flottant euh, que le Edge, en fait. Sachant Ouais, non, mais qu'il inclut cette fonctionnalité aussi. ouais, ouais, non, mais Edge, en fait, c'est parce on nous a catégorisé là-dedans et je peux pas forcément m'en défaire parce que, Ouais, encore une fois, c'est pas moi qui définis les mots, en fait. Hein. Déjà, data center, bah, nous, quand on fait des états de l'art, bah, va définir ce qu'est un data center, c'est quoi les limites, etc. Les tailles, c'est très compliqué. Et le Edge, bah, c'est pareil, mais finalement, on nous a fourré là-dedans parce que c'est le modèle. Donc, Edge Data Center égale petit data center de proximité local. Enfin, Ouais. bref, voilà. Comme le sont finalement, même si j'aime pas trop être assimilé à ça, mais pour l'instant, tu vois, nous, on va faire une démonstration avec un modèle conteneur. Donc, finalement, on sera un peu sous les mêmes standards qu'un shelter, hein, tu sais, les data centers en conteneur, hein, finalement, hein, qui ont émergé, Mm. qui avaient mauvaise presse parce que, bah, du coup, pas très solide ou pas, tu vois, et finalement, ça répond à des enjeux, à des besoins. Donc, ceux qui sont encore sur le marché, finalement, ont un marché maintenant devant eux. Mais effectivement, voilà, le edge, c'est un peu cette définition-là, malgré que quand on parle de edge computing, c'est la robotique, c'est effectivement les applications dont Anthony parlait, et c'est peut-être demain le transport autonome, c'est la Smart Ouais. City, mais en fait, on arrive tellement maintenant à miniaturiser, à faire beaucoup de puissance sur des petites choses qu'on pourra à terme, je pense, avoir des capteurs, et on a déjà, très intelligents qui vont déjà faire tellement de choses que ils n'enverront pas des flux de données tout le temps, quoi. Ils enverront par paquet, et à la limite, ça sera quand il y aura des alertes. Tu vois. Donc, Hmm. Mm. comme la caméra qui s'active quand elle voit quelqu'un et qui balance des infos ou une alerte. Quoi. Mais C'est en veille, mais ok, ouais, à l'affût. ouais, ouais, parce que tu vois aussi là-dessus, derrière, à imaginer un peu ce futur-là, de plein d'objets connectés, c'est très bien. Hein. Je pense que ça va nous permettre d'optimiser. Nous, dans notre structure, on va avoir plein de capteurs, comme le serait une voiture de course. Hein. Ok, très bien. Ouais. Mais à l'échelle globale, wow, ça va faire quand même une sacrée empreinte, ne serait-ce que parce qu'il y a encore beaucoup de piles, hein, il y a encore beaucoup de batteries aussi. Donc tout ça implique du recyclage et des consommations, même si des fois, effectivement, ça consomme très peu. Tout le réseau, donc tous les câbles ou alors les ondes, pareil, c'est aussi une pollution maintenant. Donc voilà, il y a aussi une question à se poser. Est-ce que c'est nécessaire, et tu l'évoquais, est-ce que j'ai envie que ma machine puisse l'appeler et lui dire tiens, fais-moi un café ou j'en sais rien. Enfin, bref, des fois, il y a des choses qui me dépassent, mais encore une fois, moi, je ne fais que euh, euh, soutenir finalement positivement les évolutions que le numérique peut apporter et les Clairement. usages. La 5G, on peut en parler, les usages étaient plus dans la santé pour aller travailler sur la télémédecine, la téléassistance, un certain nombre de choses dans la santé. Et aujourd'hui, finalement, ça va servir à suivi. Vous allez me dire encore Netflix, mais qui regarde J'allais Netflix dire. sur son.
téléphone et qui va te dire oh, c'est chouette ça, et qui va être dans le train, toi tu rames, mais lui il a son truc 5G, et il va être super content de voir sa série, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est les usages, et ça j'y peux rien. C'est vrai. C'est vrai que même ce que tu disais, ne pas arriver à trouver, enfin ce que tu disais, Jérôme, ne pas réussir à avoir montré l'usage de la chose, mais c'est de la psychologie in fine de faire ça. De dire aux gens, regarde, en fait, tu as besoin de ça, mais tu n'avais pas compris que tu en as besoin. Dans le passé, tu faisais n'importe quoi, tu sais. Enfin, c'est compliqué de faire Et le penser besoin, ça aux ouais, gens. ouais, ouais. Inutile Et, donc indispensable. voilà, et compliqué de le faire encore plus avec un million de personnes, quoi, tu vois, enfin plusieurs millions de personnes. Tu vois. C'est clair. Mais moi, pour juste mettre mon petit mot sur le Edge, perso, ouais, le Edge, clairement, oui, c'est l'avenir. C'est tellement vrai ce que tu as dit, comme quoi, bon, ben, on voit un petit data center qui est pas en banlieue, on se dit, bah, c'est du Edge. Et c'est un peu ça l'idée. Euh, J'aimerais quand même souligner une petite solution, la manière de faire du Edge chez AWS qui est relativement particulière, qui est plutôt celle de... déjà, ils utilisent leur réseau privé à eux, et ensuite, ils connectent leur data center Edge à leurs data centers normaux avec des liaisons à très haute vitesse. Donc, et surtout, leur data center core peut être par exemple celui de Paris et leur région Edge peut être à Le Caire ou à Mumbai ou je sais pas où. Et Mhm. on aura quand même une liaison à haute vitesse entre les deux. Et du coup, on pourra, sur une architecture 3 tiers classique, telle que tous les informaticiens y voient avec le front-end, le middleware et la DB, le front-end pourra être à Jakarta et le middleware pourra être à Paris. Et donc, on pourra se dire, on stocke nos données à Paris et pas à Jakarta. Et juste, il y a des clients qui sont plus prêts pour taper à Jakarta. Ça, c'est intéressant. Et oui, ça aussi une certaine économie, peut-être pas pour ce modèle-là, mais une économie au niveau écologique, dans le sens où quand il n'y a pas besoin de traverser la Terre entière pour faire une requête HTTP, en vrai, on pollue moins. Même si ce n'est qu'une requête HTTP, il y Bien en sûr. aura des milliards, donc on pollue moins. Donc se dire que quand je suis à Melun et que je veux accéder à quelque chose, bah, je vais taper sur le data center qui est à Melun ou celui qui est à Paris et pas celui qui est à Francfort, qui est le data center core de X ou Y entreprise. C'est toujours un moins en pollution en fait. Bien sûr. Parce qu'Internet, c'est juste une liaison de réseau avec 10 millions de fournisseurs qui s'envoient des paquets entre eux. Et in C'est ça. fine, on ne sait pas qui c'est qu'à quoi comme équipement. Donc, si on peut raccourcir le trajet, le nombre de sauts du trajet, le temps de trajet, c'est toujours mieux. Et ben, c'est l'objectif. Bah, écoute, si AWS le fait, nous, on sera capable de le faire beaucoup plus rapidement, puisqu'on a une intégration et un déploiement bien plus facile que de construire, ce qui est maintenant, j'ai envie de dire bon courage. Bah, Jérôme, si tu n'as pas d'autres questions, je pense qu'on va arrêter l'entretien en ce moment même. Non, c'est bon, c'est OK. Si tu as un dernier mot à nous laisser, Vincent, nous sommes tout oui. Et ben, juste à ceux qui nous écoutent, rendez-vous fin d'année déjà à Nantes pour la démonstration. Mais avant ça, même maintenant, dès demain, venez tester, encore une fois, j'ai envie de dire un peu comme quand vous avez du parfum et vous voulez acheter du parfum. Testez-nous, il y avait marqué tester, bah pareil, venez tester hein, et après faites-vous votre opinion et vous verrez en tout cas qu'on répond basiquement à un certain nombre de choses euh, déjà commercialisées par des grands aujourd'hui, sauf que nous, on est bien moins cher et plus performant. Effectivement, encore une fois, Anthony. Tout à fait. Bah, c'est ce que j'allais leur souligner, faire un petit brief de ce que j'ai dit au tout début, c'est-à-dire qu'on a une solution européenne, française, bretonne, nantaise et même marseillaise, en plus de ça. Ça, je ne le savais pas. C'est une Et région là. on a de très bonnes performances, vraiment, ça, il n'y a pas à douter. Je vous invite à aller voir le projet, le petit benchmark que j'ai fait là-dessus. Mais en plus de ces bonnes performances, on a aussi, bien sûr, votre solution de refroidissement passif, votre solution de data center, qui est très innovante.
et à un prix bien moins cher que la concurrence. Ou en tout cas que les plus gros noms que vous connaissez tous. Donc, je vous invite à aller voir sur le site de Denver, de tester. Vous aurez 50 balles directement pour pouvoir lancer votre petite infra et pour pouvoir tester pendant un petit mois, 2 mois, 3 mois, vous faire votre idée et ne pas regretter, je pense. Et il faut aller voir l'étude sur Et Cloud Mercato aussi. ah oui, oui, oui. Vous ne faites pas un avis comme ça, je virevolte. On a des datas, bien sûr, attendez. Ça sert à ça. Et donc, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée à tout d'abord vous deux, et ensuite une bonne journée à toi, auditeur, spectateur. Et n'hésite pas à t'abonner à notre podcast sur les différentes plateformes, sur YouTube. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de l'heure qu'il est chez vous.